Nous aimerions commencer cet événement par reconnaître que la foi est située sur le territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Bonjour et bienvenue aux formations virtuelles de l'AFO. Voici une courte vidéo des points techniques à considérer pour le bon déroulement de cette formation. Puisque nous sommes en mode réunion, veuillez mettre votre micro en sourdine. Cette formation est enregistrée. Veuillez fermer votre caméra et micro si vous ne voulez pas être dans l'enregistrement. Si vous avez une question pour le formateur ou formatrice, attendez qu'elle ou il vous invite à le faire. Si vous avez des problèmes techniques, communiquez en chat privé avec l'équipe de l'AFO. Nous vous invitons à participer au sondage de rétroaction que nous enverrons dans le chat à la fin de la formation. Merci et bonne formation. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer notre formation de cet après-midi et je vais commencer par vous présenter très brièvement la formatrice de cet après-midi. Il me fait plaisir d'être parmi vous au nom de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui est l'organisme rassembleur et la voix politique de l'Ontario français. Je suis Josiane et la directrice des services et programmes à l'AFO. Nous avons lancé cette série de formations virtuelles au début du printemps de cette année afin de vous outiller pour vous aider à renforcer vos capacités d'offres actives de services en français. Ces formations virtuelles visent aussi à vous informer et vous sensibiliser sur des enjeux présents au sein de la communauté franco-ontarienne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laïla Saligane qui va nous parler d'une ressource enrichissante pour nos organismes, les bénévoles. Dans ces 10 ans d'expérience dans la gestion des bénévoles au sein des communautés vulnérables, notamment les enfants abandonnés, les personnes ayant une perte de vision, les réfugiés, Laïla va nous partager lors de cette formation toutes les techniques efficaces pour optimiser la participation des bénévoles dans la création du changement positif d'un organisme. Du processus de recrutement en passant par la gestion et la fidélisation des bénévoles et va nous expliquer comment cette ressource peut être enrichissante pour notre mission. Je laisse maintenant la parole à Laïla. Bonne formation. Merci beaucoup, Josiane. Merci pour cet accueil. Je remercie l'équipe de l'AFO pour votre organisation et merci à toutes les personnes qui se sont jointes à nous et voilà, avec qui nous allons passer les prochaines 90 minutes, on va dire ça comme ça. Donc, moi, je m'appelle Leïla et je suis très, très contente aujourd'hui d'être là parmi vous. Premièrement, parce que voilà, ça me manque un petit peu les interactions sociales, rencontrer des gens, surtout de différents horizons. Mais la raison principale pourquoi je suis contente aujourd'hui, c'est parce que je vais vous parler au fait d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est le bénévolat. C'est une passion au fait que j'ai développée durant de longues années. Et donc aujourd'hui, je vais essayer du mieux que je peux de partager avec vous l'expertise que j'ai pu acquérir sur le terrain. Donc, je vais partager mon écran. Pour commencer, donc, en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est vraiment juste, je vous explique comment va se dérouler notre formation et puis par la suite, on va passer à une petite partie de présentation. Donc, en effet, on va commencer cette formation-là avec une petite présentation parce que j'ai envie quand même que pendant ce moment qu'on va partager ensemble, j'ai envie que ça soit interactif, que nous puissions discuter. Je ne veux pas que ça soit plus un monologue. Donc voilà, donc on va essayer vraiment de faire des échanges tout au long de la formation et puis je vous invite vivement à chaque fois que vous avez envie de faire une intervention, vous avez une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, soit activer votre micro ou peut-être écrire dans le chat si vous n'êtes pas à l'aise avec le micro, comme ça voilà, l'équipe de l'AFO pourront aussi me transmettre votre question.
Donc, on va faire une petite présentation. Ensuite, on va parler de les bénévoles, pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de bénévoles dans notre organisme? C'est quoi le rôle d'un bénévole dans un organisme? Et voilà, donc j'aimerais vraiment m'attarder un petit peu sur ce point pour vous expliquer quelle est la valeur ajoutée des bénévoles dans votre organisme et dans votre mission. On va passer ensuite à comment on fait pour recruter des bénévoles en tant qu'organisme, en général. Comment on fait pour les recruter? Comment on fait pour les chercher? Donc, voilà, je vais partager quelques petites astuces avec vous pour recruter les bons bénévoles pour la bonne mission. On va passer à l'étape qui est aussi très importante dans le recrutement et dans la gestion des bénévoles, qui est l'orientation et la formation. On va ensuite parler de l'encadrement et l'évaluation et on va finir par la reconnaissance. Et vous allez voir tout à l'heure pourquoi est-ce que la reconnaissance, c'est une part entière au fait de la gestion des bénévoles, hein, parce que voilà, la reconnaissance, c'est la monnaie au fait, c'est le paiement qu'on donne à ces bénévoles-là. Donc, commençons d'abord par une petite présentation. Hein? On va s'introduire tous ensemble. Donc, je commence. Moi, je suis Leïla et je suis aujourd'hui avec vous avec ma casquette de gestionnaire de bénévoles. Donc, certes, j'ai eu l'occasion de travailler, comme a dit Josiane, dans le département de la gestion des bénévoles, mais avant tout, j'ai été bénévole pendant de longues années. Je pense que j'ai commencé à faire du bénévolat à l'âge de 11 ans, 10, 11 ans, et puis par la suite, voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne vocation pour moi. Je me sentais au fait à l'aise dans le monde humanitaire et j'ai décidé d'en faire une partie de ma carrière. Donc, j'ai eu la chance au fait de m'impliquer dans plusieurs opportunités de bénévolat depuis de nombreuses années et j'ai travaillé avec des communautés dites vulnérables. Quand je parle de communautés dites vulnérables, c'est-à-dire j'ai eu à travailler avec des orphelins, j'ai eu à travailler avec des mamans célibataires, j'ai travaillé avec des personnes aveugles ou avec une perte de vision, j'ai travaillé avec des familles de réfugiés, j'ai travaillé aussi avec de nouveaux arrivants. Hein. Des fois, on peut aussi considérer cette communauté comme étant vulnérable parce que voilà, ils ont un certain besoin d'encadrement qui est très spécifique. Et donc, aujourd'hui, je viens vous dire pourquoi est-ce que le bénévolat est important pour votre organisme et pourquoi est-ce que c'est important de s'engager dans le bénévolat. J'en suis la preuve. Je peux vous dire que de toutes les opportunités de carrière que j'ai eues, je les ai eues grâce à mes implications dans le bénévolat et le résultat que j'ai pu en tirer par la suite. Donc, comment est-ce qu'on peut optimiser le potentiel de cette ressource, hein, qui sont les bénévoles, qui sera très, très enrichissante pour votre mission? Donc, voilà, c'est tout pour ma présentation. Maintenant, à vous. Est-ce que Zineb, tu pourrais, s'il te plaît, partager l'écran pour que je puisse connaître mon audience? Je vais mettre d'abord le lien vers l'outil Slido. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc vous pouvez cliquer sur le lien et le laisser ouvert. Ça vous permettrait de répondre à toutes les questions une fois que ce sera activé. Puis, je vais mettre également un code QR pour commencer, pour ceux qui veulent juste scanner le code avec leur cellulaire. Puis, on peut à ce moment-là activer les questions. Je vous laisse juste quelques secondes pour scanner le code. Et on commence. Donc, ma première question, au fait, c'est de savoir d'où est-ce que vous venez. Je suis curieuse de savoir où est-ce que vous êtes connecté. Hein, c'est drôle, quand on faisait des présentations en présentiel, on avait cette gratification, on va dire, du contact humain, mais le virtuel a aussi beaucoup de points positifs parce que là, je peux interagir avec des personnes d'Oshawa, de Toronto, de Lambton, Sarnia, ok, voilà, il faut que je fasse des petites recherches hein, parce que je ne connais pas très bien la géographie ici. Ottawa, Marocaine en Belgique, l'Est de l'Angleterre. Allô? Allô? Bonjour Leïla. Bonjour. Je vous suis de Montréal. Ah, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. On a des gens aussi de Niagara, Alexandria. Est-ce qu'on parle ici de l'Égypte? Ou est-ce que c'est une ville ici? Hein? Il faut éclairer ma lanterne, s'il vous plaît. Alexandria, c'est sur la 401, juste avant Montréal.
Ok, d'accord. Oui. Ben voilà, c'est juste pour pas qu'il y ait une confusion. Parce que, ok, donc c'est à l'est de Montréal, hein, c'est ça? C'est ça, entre Cornwall et Hawkesbury. Ah, ok, enchanté. Bonjour Leïla. Bonjour. Selma de Rabat, du Maroc. Enchantée Selma du Maroc. D'assister à tes conférences, tout ce qui vient de toi en fait. Oh, merci Selma, tu es très bien. Merci. C'est moi qui suis honorée aujourd'hui de vous avoir de toutes ces parts. Donc, on a des personnes d'Ottawa, mais enfin, du Canada, mais aussi de l'extérieur du Canada, ce qui me fait énormément plaisir parce que ben voilà, on va pouvoir aussi échanger certaines idées, peut-être enrichir aussi cette formation et avoir des perspectives différentes. Parce que le bénévolat dans un contexte canadien ou dans un contexte ontarien n'est pas le même quand on est dans un contexte québécois, n'est pas le même dans un contexte à l'extérieur du Canada. Donc, je suis vraiment très contente de commencer ce panel avec cette diversité et cette richesse de géographique, on va dire ça comme ça. C'est super. Zineb, est-ce que tu penses que tout le monde a répondu? On a eu juste 12 réponses, mais je peux passer à la question suivante si tu veux. Oui, s'il te plaît. Oui. Donc après, voilà. Donc maintenant, la prochaine question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous représentez un organisme ou est-ce que vous êtes une personne individuelle? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez avec des bénévoles de façon générale? Est-ce que vous planifiez de travailler avec des bénévoles dans votre organisme ou pas? Donc, juste répondez par oui ou par non. Non, pour moi, non. D'accord, ok. Je suis en train de voir un petit peu les statistiques. C'est cool, cet outil Zineb. Rebonjour Leïla, moi c'est Abdelkader El Habziz, je suis à Ottawa et effectivement, je travaille aussi avec les bénévoles. Super, excellent. Et j'ai besoin qu'on se partage un petit peu certaines informations à ce niveau-là. En effet, tu es à la bonne place. Ouais. Tu es à la bonne place. On va justement parler de la gestion des bénévoles dans les organismes. Oui, tout à fait. Donc là, si je comprends bien, c'est qu'à 77% du panel, vous représentez un organisme, ce qui est génial. Les autres personnes, les 23% qui ne représentent pas un organisme, c'est-à-dire qui sont là plutôt pour leur intérêt personnel ou pour leur connaissance générale, c'est aussi intéressant parce qu'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe en cuisine interne, ce qui se passe à l'interne d'un organisme, comment on fait pour recruter des bénévoles. Si vous voulez faire du bénévolat, il faut aussi comprendre comment se fait le processus. Donc, je pense que c'est très intéressant pour vous. Avez-vous l'habitude de faire du bénévolat? Ça aussi, c'est une question que j'aimerais savoir. Il semble bonjour Leïla. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est Mimi d'Algérie. Bonjour Mimi. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Ça va, très bien, merci. En fait, pour répondre à ta question, j'ai fait du bénévolat, oui, étant étudiante à la fac. D'ailleurs, avec mon actuel mari, on était ensemble à la fac et on faisait partie de la même association qui était là pour aider les enfants nécessiteux, malades, orphelins, afin de leur rendre le sourire dans la mesure du possible, avec ce qu'on pouvait faire comme action caritative dans ce sens-là. Excellent. Voilà. C'est super. Voilà, au fait, ce qui est encore... C'est un bonheur. C'est un bonheur, en effet. C'est un bonheur de savoir qu'on est utile, au fait, et qu'on rend le sourire et puis qu'on fait un impact dans la vie des autres. Donc là, je vois que vous êtes 73% à faire du bénévolat, comme vous avez l'habitude, au moins une fois. Pas forcément que vous le faites actuellement, mais que vous êtes quand même habitué à faire du bénévolat. Les 27% disent qu'ils ne sont pas encore habitués à le faire. J'imagine que vous avez vos raisons pour cela. Mais voilà, mais c'est intéressant quand même de pouvoir creuser là-dedans. Alors, personnellement, Leïla, je suis vraiment intéressée par le bénévolat, mais sincèrement, au Maroc, je n'ai jamais eu l'occasion. J'habite à Rabat et je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Je ne connais pas assez de gens ou bien assez d'organismes sur lesquels je peux m'investir en bénévolat.
et où je peux être là, être présente pour les aider dans leurs activités. Donc, c'est juste que je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas eu la chance. Peut-être que j'ai mal cherché, que je me suis mal renseignée, ou bien je ne me suis pas assez renseignée. Mais en fait, c'est juste que je n'ai jamais eu l'occasion. Je pense que c'est plutôt la deuxième partie de ta réponse, hein, Salma. C'est qu'en effet, parce que les opportunités de bénévolat, je veux dire que quand on a la motivation de le faire, on arrive quand même à le trouver. Je serais contente de partager avec toi certains tuyaux, si tu veux, pour pouvoir t'impliquer dans des associations crédibles. Mais voilà, mais en gros, c'est intéressant de le savoir. Donc, la prochaine question, c'était que représente le bénévolat pour votre organisme? Oui, c'est ça. Ça, c'est intéressant parce que donc one-on-one avec des élèves, un appui, une richesse indispensable, une valeur ajoutée, une richesse, ça c'est très bien. OK. Donc, et là, on a aussi des réponses sur le chat, si tu veux jeter un coup d'œil. OK, d'accord. Alors, je vais essayer de faire ça aussi. J'essaie de jongler entre les deux. OK. Alors, je travaille pour une compagnie à but non lucratif et nous dépendons beaucoup sur la générosité des bénévoles pour pouvoir redonner à la communauté. Très bien. Younas dit que ça représente le partage, en effet. Donc, Abdelkader, il nous vient du CESOC. Excellent. 80% de nos services. Très bien. Ben ça veut dire que vous êtes quand même une organisation qui est orientée service de bénévolat. Ça, c'est intéressant. Une collaboration. Offre de services plus grands, donc c'est-à-dire agrandir plutôt les horizons dans votre organisme. Ça, c'est intéressant. Je pense que tous ces mots-là, je vais les utiliser par la suite. Hein. Vous êtes en train d'enrichir ma présentation. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine question, s'il te plaît? C'était la dernière, Leïla. Oh, c'était la dernière question. Oui. Parfait. Alors, c'est à moi maintenant. Alors, je repartage mon écran. Comme je vous ai dit, hein, s'il vous plaît, au fur et à mesure, en même temps que je parle, hein, parce que des fois, j'ai du mal à m'arrêter de parler, juste n'hésitez pas à écrire dans le chat ou à prendre le micro pour faire une interaction ou voilà, pour faire un commentaire, parce que c'est comme ça qu'on pourrait aussi enrichir notre présentation. Le bénévolat, que veut dire le bénévolat au fait? Si je peux prendre une définition vraiment très, très classique, ce que je définirais comme le bénévolat, c'est un don de soi, librement consenti et gratuit. Ce qui fait la différence entre un travail qui est payé, rémunéré et un bénévolat, c'est que c'est consenti et c'est gratuit. Il occupe une place spécifique dans la société civile, complémentaire et non concurrentielle au travail rémunéré. C'est-à-dire que le bénévolat et le travail rémunéré vont à part égale, dans le sens où l'un n'est pas concurrentiel avec l'autre. Une personne dans un travail ne va pas venir faire de la concurrence à une personne qui est dans un poste de bénévolat. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont complémentaires, on va dire, et non concurrentielles. Maintenant, avant de vraiment passer dans les choses sérieuses, juste essayons de voir un petit peu les basiques. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre le bénévolat et le volontariat? Est-ce que vous savez quelle est la différence entre les deux? Personnellement, Leïla, non. Je n'arrive pas à différencier entre les deux. OK, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Je vais être honnête avec toi, j'ai toujours pensé que ça dépendait de ton français si tu utilisais le terme volontaire ou si tu disais bénévole. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait une différence entre les deux. Ah non, il y a une absolument. Je pensais que c'était pareil aussi, volontaire, bénévole. Non, c'est pas pareil. Non, il y a, en fait, en effet, Tania, hein, c'est vrai que quand on dit volunteer, vous pensez qu'en le traduisant, on le traduit en bénévole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? OK, vous donnez votre langue au chat. Je me lance. Donc, le bénévolat, au fait, un bénévole, c'est un mandat libre sans engagement. C'est-à-dire, quand je fais du bénévolat, je peux du jour au lendemain m'arrêter
et voilà, et dire, bon, c'est bon, écoutez, maintenant, j'ai d'autres engagements, je ne peux plus continuer. Donc, c'est un mandat qui est libre. Je ne suis engagée en rien du tout avec l'organisme. Le volontariat, un volontaire, c'est un engagement qui est structuré avec un contrat. C'est gratuit, mais c'est structuré avec un contrat. Donc, c'est un petit peu proche d'un employé. Hein. Quand on veut recruter un volontaire, on le recrute pour un contrat d'une année, de 6 mois, donc dépendamment de la durée qu'on voudrait pour notre organisme. Mais voilà, un volontaire, il vient par exemple 2 fois par semaine, chaque jour. Donc, ça dépend aussi des termes de contrat que nous avons signés avec lui. Donc, voilà, juste pour qu'on puisse faire la différence. Là, on parle de bénévoles, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont venir donner de leur soi gratuitement, avec un consentement, mais de façon libre. Hein. C'est-à-dire que demain, ils peuvent ne pas venir, c'est leur choix et personne ne leur en voudra. Un volontaire, il a un engagement avec l'organisme, avec un contrat. Donc, on signe un contrat. Leïla, oui. Si vous permettez, est-ce qu'on pourrait interagir au fur et à mesure de votre présentation? Oui. OK, alors, toujours est-il qu'en termes de bénévolat, comme vous l'avez expliqué, donc ça veut dire aussi que du moment où c'est un mandat libre sans engagement, qui pourrait faciliter le travail d'un bénévole ou le fait d'aller faire du bénévolat s'il n'y a pas aussi un lien avec un organisme ou c'est-à-dire c'est-à-dire une autre entité pour faire du bénévolat? Alors, si j'ai bien compris ta question, Abdelkader, ce que tu veux savoir, c'est comment on peut retenir un bénévole, c'est ça? Non, parce que dès la définition, quand on parle de bénévole, un mandat libre sans engagement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va faire du bénévolat de son propre gré. Je vais m'expliquer un petit peu et je vais donner l'exemple des bénévoles qui sont issus de l'université, par exemple, des écoles de l'université. Il y a 2 catégories de bénévoles. Il y a les bénévoles qui ont l'obligation de faire du bénévolat parce que leur cours leur impose ça. Ils doivent faire un certain nombre d'heures de bénévolat. Donc, c'est un engagement entre l'étudiant universitaire ou l'étudiant qui est dans un collège, par exemple, à faire du bénévolat pendant une durée donnée, mais ce n'est pas lui qui l'a choisi, c'est parce que son cours le lui impose. Et il y a à l'intérieur même de ces entités, par exemple l'Université d'Ottawa, il y a aussi des bénévoles qui n'ont pas l'obligation de le faire parce que leur cours ne leur impose pas ça, mais c'est eux-mêmes qui ont choisi de faire ce bénévolat. Donc, vous voyez… Là, ici, au fait, on est en train de parler de la motivation, pourquoi faire le bénévolat. Ça, c'est différent. Ça, c'est pourquoi est-ce que je vais commencer à faire du bénévolat? Est-ce parce que je suis obligée, je dois remplir certaines heures de travail communautaire ou est-ce que je le fais de mon propre gré? Là, on parle de la motivation du bénévole, hein, de la part du bénévole. Là, ce que je suis en train d'expliquer, c'est vraiment juste quel est l'engagement au fait qu'on pourrait avoir envers un organisme. Est-ce que je suis engagée avec un contrat que j'ai signé pour dire, voilà, je m'engage à rester pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans dans cet organisme en tant que volontaire? Ou est-ce que je fais du bénévolat, c'est-à-dire, voilà, écoutez, je viens vous aider, mais si demain je trouve mieux, je vais aller ailleurs. OK, d'accord. Tu comprends la différence? Une question? Oui. En fait, mais le volontaire, ce n'est pas un document légal. Alors, c'est un engagement moral. C'est bien ça? Non. Parce que c'est seulement c'est un engagement moral. Parce que ce n'est pas un document légal. C'est un engagement administratif, en fait, dans le sens où quand on parle d'un volontaire, je vous donne un très simple exemple. Une personne qui veut aller, par exemple, faire un voyage, pas un voyage, mais comme aller voyager dans un pays du tiers-monde pour aider, par exemple, des personnes en difficulté, ces gens-là, on les appelle des volontaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé un contrat avec l'organisme pour aller accomplir une certaine mission. Donc là, on parle ici de volontaires. Pardon, Leïla, c'est comme Médecins sans frontières, c'est à peu près ça. En effet, les Médecins sans frontières, ce sont des volontaires. En effet, c'est ça. Okay. Et c'est un engagement qui n'est pas juste moral, mais qui est signé ou qui est régi par un contrat administratif. C'est bon, Madeleine, ça répond à ta question? Est-ce qu'ils peuvent le briser?
Oui, en effet, ben oui, comme un employé peut aussi C'est pas un document légal, c'est vraiment plus moral avec l'administration. Mais même un employé peut aussi briser un contrat. Oui, mais il y a plus des choses légales. C'est plus moral et ouais. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, en effet. Oui, je pense les mots ne sont pas pareils, mais on les. Oui, merci. Exactement. Mais voilà, donc vraiment, juste pour qu'on puisse, qu'on continue sur le reste, c'est que le bénévole, il est en mandat libre, le volontaire, il a un engagement entre la structure d'accueil et la personne qui veut faire du volontariat. Aujourd'hui, on est en train de parler de bénévole, OK? On parle de bénévole. Donc, la question qui se pose ici. Moi, je suis un organisme, okay? J'ai une mission à défendre, j'ai un centre d'activité que je suis en train de promouvoir auprès de parties prenantes. Pourquoi j'ai besoin de bénévoles? Pourquoi les bénévoles sont importants? En d'autres termes, des bénévoles, pourquoi faire? À quoi bon avoir des bénévoles? Eh bien, figurez-vous au fait que en 2018, et ce sont des statistiques, je pense que moi, les statistiques les plus récentes que j'ai eues, c'était celles de 2018, c'est qu'il y a eu 12,7 millions de bénévoles au Canada qui ont consacré leur temps à des organismes sans but lucratif. Alors, si on fait un petit calcul rapide, c'est 41% de la population. 41% de la population du Canada ou des Canadiens ont consacré leur temps à des organismes sans but lucratif. D'accord? Donc, si on le voit au fait d'une façon pécuniaire, vraiment, si on réfléchit argent, il faut savoir que les bénévoles, chaque année, ils remplacent 863 000 emplois à temps plein, pas à temps partiel, à temps plein, ce qui est l'équivalent de 5,6 milliards de dollars. Alors, en tant qu'organisme, est-ce que ça, c'est intéressant pour nous? En effet, ça l'est, parce que, voilà, ça nous fait gagner un certain montant d'argent. Et puis, voilà, les bénévoles, ils sont là pour faire certaines missions, on va dire, qui, d'une façon ou d'une autre, remplacent la charge de travail ou remplacent nos employés. Donc, 5,6 milliards de dollars ici qui ont été économisés grâce aux bénévoles qui ont consacré leur temps à des actions. Donc, premièrement, la première raison, pourquoi est-ce que c'est important pour les organismes d'avoir des bénévoles et d'engager des bénévoles dans leur mission, c'est parce que premièrement, on va dire les choses clairement, ça ne coûte pas cher. Voilà. Donc, premièrement. Deuxièmement, et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'avec les bénévoles, au fait, parce qu'ils viennent tous de milieux différents, avec des structures différentes, et en effet, plus de tête on est, mieux on réfléchit, eh bien, les bénévoles sont des ambassadeurs. Alors, pour les personnes qui veulent promouvoir leur action, ils veulent venir, par exemple, toucher un grand nombre de parties prenantes, eh bien, les bénévoles, c'est une ressource qui est très, 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 très efficace dans ce sens. Parce qu'un bénévole, quand il est engagé, fidélisé et qu'il aime ce qu'il fait et qu'il sent qu'il appartient à votre organisme, eh bien, il va promouvoir vos services sans que vous le lui demandiez. Parce que, depuis le départ, il a pris la casquette d'un ambassadeur. Supposons, par exemple, je fais du bénévolat avec Amnesty International, eh bien, quand je suis dans un dîner entre amis ou avec ma famille, je vais parler de Amnesty International comme étant une association qui s'engage dans les droits de l'homme, par exemple. Donc, je suis un ambassadeur. Je suis en train de faire de la promotion, chose que Amnesty International aurait du mal à faire si elle avait mis de l'argent pour la promotion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les bénévoles, ils sont là pour promouvoir vos services. Ils sont là aussi pour trouver de nouvelles idées. Parce qu'un bénévole ou un groupe de bénévoles, comme je vous ai dit, ils viennent avec leur bagage. Ils viennent avec, vous avez des étudiants, mais vous avez aussi des personnes retraitées, vous avez des personnes qui sont des experts en marketing, des experts en comptabilité et autres. Donc, ces personnes-là, ils viennent avec leur bagage pour vous trouver de nouvelles idées. Donc, c'est très important, au fait, d'engager vos bénévoles dans votre prise de décision parce que, en effet, ils vous aident avec ça. Marianne, j'ai vu que tu as levé la main. Oui, tu peux prendre la parole. J'ai mis ma question dans le chat, mais je pense que je peux juste la lire tout haut. Tu peux la lire, s'il te plaît. Je n'arrive pas à lire les questions. Oui.
Ça va. Je voudrais savoir comment motiver les bénévoles. J'imagine que la rémunération peut devenir un problème dans certains cas, qu'un bénévole ou volontaire donne son temps ou au point où ils ont même un contrat où c'est presque temps plein. Est-ce que ça n'affecte pas leur stabilité financière ou comment est-ce qu'on fait pour les motiver, considérant combien de temps est-ce qu'ils nous donnent? Ça, c'est une partie qu'on va voir tout à l'heure. C'est comment fidéliser, motiver les bénévoles à rester. En effet, on n'a pas le droit de leur donner de l'argent, mais on va en discuter tout à l'heure, Marianne. Mouna? Bonsoir. Alors, ma question est la suivante. Puisque appeler ou faire appel à des bénévoles a pour objectif ou bien il permet d'économiser une somme d'argent. Alors, quelles sont les associations auxquelles est autorisé de faire appel à des bénévoles? Ou bien à qui c'est autorisé? Parce que, oui. Tout type d'organisation à but non lucratif a le droit d'avoir des bénévoles. Chaque organisme à but non lucratif a le droit d'avoir des bénévoles. C'est une clause qui est faite pour tout le monde, en fait, pour tous les organismes. Je parle ici d'organismes, hein, je ne parle pas de compagnies à but lucratif. Par exemple, Danone ne va pas recruter un bénévole pour faire son plan marketing. Parce qu'eux, ils gagnent oui, de l'argent. je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question, c'est débile. Non. Je sais que c'est avant. Non, mais juste l'idée de, oui, on économise l'argent, et cet argent, il revient à qui? Au fait, encore une fois, quand on comprend en fait, la réalité d'un organisme à but non lucratif, on a un budget pour faire fonctionner des projets, pour faire fonctionner des missions pendant toute l'année. Donc, si par exemple, nous, on peut engager des bénévoles pour faire la promotion, par exemple, supposons que moi, je suis un organisme qui travaille dans pour l'art. Okay? On fait la promotion de l'art, des œuvres artistiques, de l'art en général. Et on veut, à la fin de l'année, faire un festival pour toute la ville. Okay? Donc, j'ai un budget pour cela. Si j'engage des bénévoles pour m'aider dans la promotion, ça va m'éviter de recruter une personne à temps plein pour qu'elle fasse cette tâche-là. Si j'engage, par exemple, 3 ou 4 bénévoles qui peuvent donner de leur temps pendant 3, 4, 5 heures par semaine, par exemple, à ce moment-là, ça m'évite, au fait, certaines charges. Donc, c'est des charges que je pourrais mettre plus dans mon projet ou dans mon activité. D'accord, merci. Mais pour ta question, en effet, les bénévoles, c'est pour les associations ou pour les organismes à but non lucratif. Oui, c'est sûr. D'accord. Oui. Autre chose qui est intéressante, et justement, c'est ce que je viens d'expliquer maintenant, c'est que les bénévoles, ils vous aident à atteindre vos objectifs de façon plus efficace. Quand par exemple, je recrute une personne qui se charge d'un projet, le fait d'avoir 2, 3, 4 bénévoles qui l'aident, forcément, j'ai de la main-d'œuvre de plus, j'ai des cerveaux en plus, j'ai des idées en plus. Et donc, forcément, j'ai une énergie qui est plus grande pour que je puisse atteindre mon objectif de façon plus efficace, plus rapide, etc. Donc, vous voyez ici, pour un organisme, il a tout à gagner, au fait, à recruter des bénévoles et à engager des bénévoles. Maintenant, voyons voir de l'autre côté. Un bénévole, lui, qu'est-ce qu'il gagne? Que gagne un bénévole? Quand je veux engager des bénévoles, forcément, moi, j'ai beaucoup de choses à gagner, mais lui, ça serait quoi sa motivation, à votre avis? Vous pouvez mettre ça dans le chat, hein, je commence à lire. Oui, on a des réponses sur le chat, Leïla. S'il te plaît, Leïla, si c'est possible de répéter la question. Ma question, c'était, maintenant qu'on a compris l'intérêt de recruter des bénévoles, on sait que maintenant, on gagne beaucoup de choses quand on recrute des bénévoles en tant qu'organisme. Pour le bénévole, lui, qu'est-ce qu'il gagne? À mon avis, je dirais plus d'expérience dans un domaine que peut-être il n'a pas eu l'occasion de l'exercer en tant que métier. Et d'autre part, une interaction avec des gens, comment dirais-je, l'interaction qui lui permet d'apprendre, d'avoir de nouvelles idées déjà,
développer et améliorer son bagage ou bien pour sa carrière professionnelle. Ça va l'aider tout simplement pour son avenir, pour sa carrière professionnelle. En effet, tout ça, ce sont de bonnes réponses, en effet. Donc, on a, comme tu viens de dire, donc pour sa carrière professionnelle, le développement, au fait, de certaines compétences, développement du réseau, rester actif. Qu'est-ce qu'on a ici d'autre? Rencontrer de nouvelles personnes, il gagne soi-même puisqu'il va sentir qu'il est utile, en effet, apprendre de nouvelles choses. Avoir plus de retours, de background d'autres personnes, des expériences d'autres personnes. C'est ça, exactement. Donc, vraiment gagner aussi de l'expérience des autres. Hein. C'est comme je vous ai dit, moi, je viens avec mon bagage et puis je rencontre une personne qui, elle, a vécu toute une autre vie. Et bien, je gagne aussi à interagir avec cette personne et échanger avec elle. Ça me rend plus riche. Hein? On est d'accord. Ça rend plus riche. Ça n'a pas une rémunération pécuniaire, mais ça rend plus riche de façon humaine. Donc, et juste un dernier point, s'il te plaît, Leïla, si tu me le permets. Concernant, je les appelle, concernant la valeur ajoutée, personnellement, je trouve pour moi, autant que bénévole, je pourrais me sentir une valeur ajoutée dans ce que je fais, de manière, puisque je ne suis pas récompensée de manière pécuniaire, mais j'ai une certaine reconnaissance humanitaire pour moi qui m'enrichit et qui me satisfait personnellement. Exactement. Et ô combien on a besoin de reconnaissance dans notre vie. Hein? Léla? Oui, Madeleine. Moi, je suis un aîné et j'ai fait du bénévolat avec les aînés. Puis je peux vous dire aussi que de faire du bénévolat pour les aînés, ça empêche l'isolement. En effet. Qui est un gros point parce que là, on rencontre des gens et ça apporte beaucoup parce que pour les aînés, d'être isolés, c'est vraiment parce que là, on ne fait plus partie du monde du travail, on a moins, et puis on a un sens qu'on fait partie encore de la communauté. C'est vrai, en effet, c'est un très, très bon point. Merci de l'avoir apporté, Madeleine. En effet, le bénévolat nous permet aussi d'interagir avec un cercle social et de garder une vie sociale active. Hein. Active et de se sentir utile parce que c'est important à tout âge de se sentir utile. Ce qui est très vital, hein, j'ai envie de dire. Hein, c'est vital, hein, c'est vraiment essentiel pour notre fonctionnement quotidien. On est des bêtes sociales. Hein, l'être humain est un être social, donc on a besoin de rester en interaction. Donc, en effet, le bénévolat nous aide au fait et nous offre cette opportunité de rester, en gros avec la société. Donc, moi, je dirais, premièrement, la raison, essayons de résumer un petit peu toutes les bonnes réponses que vous avez apportées. Donc là, je dirais que premièrement, c'est pour la cause et l'engagement social. Et quand je parle d'engagement social ici, c'est-à-dire je fais du bénévolat pour sentir que je fais une différence. C'est important au fait de sentir qu'on est utile dans notre société et qu'on fait une différence. Donc, le fait d'apporter, par exemple, un panier de nourriture à une personne qui en a besoin, j'égaye la vie de cette personne, j'égaye son quotidien et c'est une gratification pour moi. Donc, c'est vraiment une reconnaissance. Je prends part aussi à un changement positif dans ma communauté. Donc, c'est important aussi de sentir que j'appartiens à une certaine communauté. Et voilà, donc il y a aussi un autre point je fais du bénévolat pour des raisons personnelles. Donc avant, je disais, je le fais pour des raisons sociales, hein, pour sentir que je suis une partie prenante de ma société, de ma communauté, mais je le fais aussi pour renforcer mon estime personnelle. Hein. Voilà, on a besoin aussi de renforcer notre estime, donc c'est important aussi de sentir qu'on est utile pour notre estime, pour notre propre confiance en soi. On le fait aussi pour se faire de nouveaux amis. Des fois, on a du mal à rencontrer des personnes. Hein, on est tous, chacun dans sa maison, chacun dans sa bulle, chacun dans son train-train quotidien. Où est-ce qu'on va rencontrer ces gens? Où est-ce qu'on va se faire de nouveaux amis? C'est dans le bénévolat. Avec le bénévolat ou grâce au bénévolat, je peux nous faire de nouveaux amis. Je peux aussi avoir du plaisir. Hein. Des fois, quand on s'ennuie et qu'on rentre dans une certaine routine, c'est important de s'impliquer dans une activité parce que c'est ce qui va nous permettre de casser un petit peu cette routine et avoir du fun, tout simplement, avoir du plaisir, socialiser, se connecter avec la communauté pour une satisfaction qui est personnelle.
le bénévolat est aussi important quand on est nouveau dans une communauté. Et ça, je m'adresse vraiment à toute personne qui compte, par exemple, changer d'une communauté à une autre. Le bénévolat est très, très important pour s'adapter au changement. Parce que quand on est des nouveaux arrivants dans n'importe quelle communauté, eh ben, le fait de faire du bénévolat, déjà, tu dis « Hey, salut, je suis là, je suis prêt à donner mon temps, mon service, mon être ». Vous avez un meilleur accueil, je dirais, dans une communauté parce que à la base, vous vous présentez comme étant une personne utile. Vous vous présentez comme étant une personne engagée dans la communauté. Vous avez envie de faire partie de cette communauté. Et forcément, par l'enthousiasme, on répond à l'enthousiasme par l'enthousiasme. Donc, restons toujours dans les raisons personnelles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu avec les bénévoles. Les bénévoles me disent, je fais du bénévolat parce que je suis une personne introvertie et je veux améliorer mes aptitudes sociales ou mes aptitudes de communication. J'ai du mal à parler en public, j'ai du mal à aller vers les gens, j'ai du mal à sortir de ma bulle. Eh bien, le bénévolat peut vous aider justement à améliorer vos aptitudes de communication. Ensuite, on a, pour des raisons professionnelles, et vous l'avez très bien cité tout à l'heure, c'est-à-dire le bénévolat me permet de me préparer au monde du travail, de développer de nouvelles compétences. Supposons que moi, je suis une personne qui a toujours travaillé dans la comptabilité, je n'ai jamais fait de cours de communication, je n'ai jamais fait de cours j'ai jamais fait de team building, j'ai jamais fait donc des compétences que je n'ai pas pu acquérir lors de ma carrière parce que j'étais très concentrée avec mes études. Et bien, le bénévolat peut me permettre de développer certaines compétences qu'on appelle des compétences transférables. Donc, je pourrais transférer au fait à mon prochain travail. On peut être le meilleur informaticien, le meilleur comptable, le meilleur je ne sais quelle autre spécialité. Si on n'arrive pas à communiquer nos compétences, eh ben, on n'arrive pas à le vendre. Eh ben, le bénévolat peut nous permettre, grâce au fait que je suis en étroite relation avec des personnes, il me permet au fait d'acquérir cette compétence-là. Le bénévolat est aussi important, toujours dans la partie professionnelle, parce que ça m'aide à ajouter une expérience dans mon CV. Et ô combien c'est important de mettre la partie bénévolat dans votre CV parce que c'est enrichissant. Ça me permet d'étendre mon réseau professionnel. Et tout à l'heure, au début de conversation, je vous ai dit que moi, je suis la preuve d'une personne qui n'a jamais été payée pour le bénévolat, mais j'en ai tellement tiré de toutes les expériences. D'ailleurs, c'est grâce à mes implications dans le bénévolat que j'ai pu trouver mon premier travail et mon deuxième travail et mon troisième travail au Canada. Donc, vraiment, ce sont ça permet d'étendre son réseau professionnel. Ça permet aussi d'obtenir des références. Quand vous êtes un bon bénévole, que vous êtes impliqué et que vous venez vous apporter de la joie, vous apporter des nouvelles idées à votre équipe, et bien forcément, la personne qui vous supervise ou la personne qui vous encadre, elle serait très contente d'être votre référence pour votre prochain travail. Et au fait, on fait du bénévolat pour le bénévolat. Des fois, on n'a pas vraiment une raison principale pour le faire. On fait le bénévolat pour rendre, au fait. Des fois, on se sent tellement reconnaissant à la vie qu'on a envie de donner en plus, donc donner en retour. Donc, je fais des fois le bénévolat vraiment juste parce que j'ai envie de donner. Et vous savez, ça me rappelle une formation que j'ai faite dernièrement. J'ai fait une formation à Yale University. Ils ont fait une formation très spécifique qui s'appelle la science du bien-être. Et dans cette formation, qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Ils nous ont appris qu'ils ont fait plusieurs études scientifiques sur qu'est-ce que le bonheur pour une personne. Vous savez, ils sont partis voir est-ce que l'argent fait le bonheur, est-ce que l'amour fait le bonheur, est-ce qu'être en bon couple fait le bonheur, est-ce qu'avoir une famille fait le bonheur, est-ce qu'avoir une grande maison fait le bonheur. Ils ont fait plein d'études pour vraiment, et quand je dis des études très pratiques, donc ils ont fait des suivis pendant de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez deviner quel est l'élément essentiel pour toutes les personnes qui se considèrent heureuses dans leur vie? Je suppose oui, Leïla. Oui, vas-y.
J'ai une idée par rapport à cette étude. Je crois que c'est le partage. C'est le fait de donner et de partager. En effet, c'est ça, en fait. C'est qu'ils ont trouvé que le dénominateur, donc le point commun avec toutes les personnes qui sont heureuses dans leur vie, et quand je dis heureuse, hein, c'est pas juste ils sont partis demander à telle personne, est-ce que tu es heureux? Non, 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 non. Ils ont fait des tests, au fait, pour leur corps, ils ont vu le taux d'endorphine, est-ce que vraiment l'hormone du bonheur, il est stable dans un sens, c'est-à-dire qu'il ne baisse pas vraiment beaucoup. Mais ils ont trouvé que les personnes qui donnent, les personnes qui partagent et qui sont là, au fait, qui sont une partie prenante de leur communauté, ce sont les personnes les plus heureuses et les plus épanouies dans leur vie. Ils ont fait des études avec les personnes qui ont gagné au loto. Je peux vous dire, quand tu gagnes au loto, après 1 an, tu reviens au même stade initial. Donc, le loto, ce n'est pas ça qui va vous rendre heureux. La grande voiture… si tu donnes la totalité. Même pas. Même pas. Non, 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 même pas. Au contraire, tu rentres dans une euphorie qui peut des fois te déstabiliser. Non, mais c'est vraiment en fait, le fait de donner, le partage, c'est ça qui rend heureux. Donc finalement, l'organisme gagne beaucoup à avoir des bénévoles. On est d'accord. Le bénévole gagne énormément à s'impliquer dans des applications, dans des activités de bénévolat. Si on peut résumer, le bénévole gagne une expérience, il gagne de la reconnaissance, il gagne un réseau social et surtout, il gagne une satisfaction personnelle. OK? Donc là, on a compris. On a compris quel est l'intérêt du bénévolat et du bénévole. Pourquoi faire du bénévolat et pourquoi recruter des bénévoles? Maintenant, passons aux choses sérieuses. Je pense surtout pour les personnes qui viennent représenter un organisme aujourd'hui, on va parler de où est-ce qu'on peut trouver ces bénévoles? Comment recruter des bénévoles? Comment les sélectionner? Comment savoir que telle personne est bonne pour ma mission et pour mon activité? On est prêt? On y va. Où trouver des bénévoles? Donc, premièrement, avant de commencer à chercher des bénévoles, alors, concentrons-nous bien. Avant de commencer à chercher des bénévoles, il faut s'assurer d'avoir une offre intéressante. D'accord? On n'apporte pas des bénévoles juste pour apporter des bénévoles. Il faut d'abord s'assurer que mon organisme offre quelque chose d'intéressant à ces bénévoles-là. Donc, il faudra créer une opportunité de recrutement qui est efficace. Et quand je dis ici une offre de recrutement efficace ou une opportunité de recrutement qui est efficace, c'est très simple. Hein? Je m'assois avec mon équipe et on commence à tracer ou à dresser une liste de tâches qu'on attend des bénévoles. Ça peut être tout aussi bête qu'on a besoin d'une personne pour nous aider dans les photocopies. Ça va nous aider dans notre quotidien. On a besoin d'une personne pour préparer des collations pour les enfants. C'est telle personne, c'est tel employé qui le fait. Franchement, s'il y a un bénévole qui pourrait l'aider, ça va l'aider au fait, comme ça va enlever une tâche de son plateau. On a besoin d'une personne pour animer des petits groupes. On a besoin d'une personne ou d'un groupe pour faire une campagne de promotion. Donc, au fait, c'est très simple. On s'assoit, on dit quelle est notre mission, quelles sont les tâches qu'on fait, quelles sont les tâches où on a besoin d'aide. D'accord? Leïla, on a une question dans le chat de Marianne Boisvert. Elle dit pourquoi quelqu'un le ferait gratuitement alors qu'il y a des employeurs en fait qui payent pour faire ce travail-là. Je pense que c'est un argumentaire dont les organismes ont besoin pour en fait pouvoir recruter des bénévoles. En effet. Il faut faire attention au fait parce que les bénévoles, ils ne viennent pas ici pour remplacer un employé. Ils ne viennent pas ici pour boucher le trou d'un employé ou pour dire « Hey, on a un employé qui est à temps plein, prenons un bénévole, c'est gratuit. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Un bénévole, il vient pour une tâche précise. Je donne un très simple exemple. J'ai un agent administratif qui, normalement, classe les dossiers, fait les photocopies, répond aux emails, fait des appels téléphoniques, fait la comptabilité ou fait quelque chose. Enfin, bref, il fait certaines choses, certaines tâches. Le bénévole pourrait l'aider dans une ou deux des tâches.
Ils ne viennent pas ici pour faire un travail d'agent administratif. D'accord? Donc, c'est vraiment différent. Un bénévole ne remplace pas un travailleur à temps plein. Parce que sinon, ça ne serait pas juste, au fait, de demander à quelqu'un de venir 35 heures par semaine pour venir faire un travail. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Le bénévole, il vient pour dire, hey, tu sais, l'agent administratif, voici ses tâches. On aimerait bien que tu viennes l'aider avec les appels téléphoniques. On aimerait bien que tu viennes l'aider à classer les dossiers, à faire des photocopies, à faire ceci, à faire cela. Donc, vraiment, 1 ou 2 tâches. C'est important, avant de créer l'offre ou l'opportunité de bénévolat, de tracer les tâches que le bénévole devrait faire. Parce que, premièrement, le bénévole, quand il vient, il ne faut pas qu'il commence à se tourner les pouces, il ne faut pas qu'il s'ennuie. Et le bénévole, il ne faut pas qu'il soit non plus, qu'il en ait plus que sa capacité. S'il vient s'engager 1 heure, 2 heures par jour, ce n'est pas pour faire le travail d'une personne à temps plein. On est d'accord? C'est bon? Merci, Léa. J'ai compris. Parfait. Donc, il faut, au fait, avant de tracer comme notre opportunité d'emploi ou notre opportunité de bénévolat, il faut qu'on sache pourquoi faire participer des bénévoles et quel profil nous allons rechercher au juste. Vous savez, quand on veut recruter un bénévole, on fait exactement une… comment on appelle ça déjà? On m'a dit de ne pas parler en anglais. Job description. Une description de poste. Une description de poste. Donc, on prend par exemple, on trace une description de poste exactement semblable à celle pour trouver un employé. Donc, on va trouver quelles sont les exigences, quelles sont les qualités, qu'est-ce qu'on recherche au juste, quelles sont les missions sur lesquelles il va travailler, vraiment comme une opportunité d'emploi classique. Maintenant, vous allez me dire, et si on n'a pas de besoin dans notre équipe? Si on n'a pas de besoin, tout le monde fait tout, on est bien, il n'y a pas de problème. Mais on a quand même envie d'être un organisme qui implique les bénévoles. On a envie de le faire, sauf qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'opportunités. Là, moi, je vous dirais de prendre le temps d'écouter les personnes qui veulent s'engager dans votre mission. Écoutez-les. Asseyez-vous avec eux et dites-leur, posez-leur la question, quelles sont vos motivations? Pourquoi vous voulez venir, par exemple, vous engager avec nous dans notre organisme? Et concevoir ensuite des postes qui respectent leurs intérêts et leurs besoins particuliers. D'accord? Parce que c'est aussi, je vous parle aussi d'un côté marketing, un organisme qui s'occupe des bénévoles, qui engage les bénévoles, qui fait la gestion de bénévoles, c'est un organisme, comment je vais dire, ça s'affiche bien au fait, ça s'affiche bien dans le monde externe. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est une belle étiquette à coller pour votre organisme. Autre chose, je vais vous donner une petite astuce ici. Quand on parle on veut engager des bénévoles, et mon astuce, c'est vraiment de définir d'abord quel est le résultat souhaité. D'accord? Avant de prendre le temps et de gaspiller du temps à dire voici ce qu'il doit faire, voici les tâches qu'il doit faire, voici comment il doit appliquer telle ou telle tâche. Non, non, non. Dites-vous plutôt quel est le résultat que j'aimerais à la fin. Je veux, par exemple, que 100 personnes connaissent ou entendent parler de mon activité. Je veux que 1000 personnes entendent parler de mon activité. Ça, c'est le résultat final. Maintenant, comment on va le faire? Essayez d'engager vos bénévoles dans ça. Essayez de les engager dans la prise de décision. Parce que, d'après mon expérience, ce que j'ai vu comme la différence qui se fait, c'est quand j'apporte un bénévole devant moi et je lui dis, tiens, voici ce que j'aimerais que tu fasses, voici telle et telle et telle et telle et telle étape, vas-y, go sur le terrain. Une autre fois, j'ai demandé à une personne, je lui ai dit, tiens, voici le résultat que je veux que tu fasses, à toi de me dire comment tu veux t'y prendre. Quand la personne prend une certaine liberté ou a une marge de liberté, au fait, dans l'application de ses tâches, eh bien, la personne, elle est plus impliquée, elle est plus engagée et le résultat, il est toujours plus efficace. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a vraiment donné de ses tripes, elle a donné d'elle-même.
elle a donné de son être et c'est ça qu'on veut. Hein. C'est ça qu'on veut au final. On veut vraiment que les bénévoles soient épanouis et que nous ayons un résultat efficace. Donc voilà, donc mon astuce, c'est vraiment de définir le résultat souhaité et leur laisser la liberté d'agir pour favoriser la créativité au fait et pour créer un climat positif. Ce qu'il faut retenir pour le recrutement. Il faut savoir qu'il faut déterminer à l'avance comment les bénévoles seront intégrés avant de créer une offre de poste. Comment les personnes seront intégrées à l'organisme. Quelles sont les mesures qui leur permettront de les garder motivés, chose qu'on va voir tout à l'heure. Parce que les gens, ils ne sont pas dupes. Hein. Ils vont constater rapidement, si par exemple vous faites ça de façon très anodine, ils vont constater que si on leur confie un projet qui est dénué de sens, ils vont le voir, ils vont le constater, ils vont se dire, ouais, mais bon, ces gens, ils nous ont fait venir ici, on n'est pas très, voilà, on sent qu'on n'est pas vraiment très utile dans cette activité. Donc, c'est très, 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 très important de toujours bien tracer les tâches, savoir comment est-ce qu'on veut le faire et surtout savoir comment on veut garder ces bénévoles. Il ne faut jamais attribuer une tâche à une personne, enfin, une tâche d'un membre de l'équipe à une personne. Ou par exemple, si quelqu'un dans notre équipe refuse de donner cette tâche, refuse d'accomplir cette tâche, on dit, bon, bah, c'est pas grave, il y a le bénévole qui va le faire. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a quand même une certaine considération qu'il faut donner aux bénévoles. Il faut éviter de submerger ou de démotiver les gens en les considérant seulement comme une main-d'œuvre. Hein, ça, c'est important aussi. Parce que je vois que Madeleine est en train de hocher la tête. Je pense qu'elle se reconnaît dans cette étape, mais c'est vrai. Parce qu'en effet, quand on considère les bénévoles comme étant juste une main-d'œuvre, forcément, on est démotivé. Parce qu'on ne veut pas juste être une main-d'œuvre. On veut être une partie prenante de l'organisme. On veut faire partie de la prise de décision de cet organisme-là. Pas forcément de façon institutionnelle, mais vraiment juste sentir que j'ai ma place, au fait, en tant que bénévole. Je ne suis pas là juste pour boucher un trou, mais je suis là parce que je suis un maillon essentiel dans le cercle de l'organisme. Je pense, Leïla, on ne veut pas se sentir employé, on veut se sentir bénévole. Voilà. Faire vraiment la sensation de la différence entre employé en train de faire son travail rémunéré et la différence avec être bénévole, faire le don de soi. Moi, j'ajouterais faire partie de l'équipe, que ce soit employé ou bénévole, mais qu'on fait partie de l'équipe. Peut-être pas comme employé, mais on fait partie puis on est respecté pour notre contribution. C'est sûr qu'on n'est pas rémunéré, mais on fait partie de l'équipe et on doit le sentir. En effet, c'est ça. C'est-à-dire, oui, en effet. Donc là, au fait, parce que Younes, tu as abordé le point de employé, en fait, il y a certaines fois où les bénévoles et les employés, ils collaborent ensemble à l'exécution d'une tâche. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, Madeleine, elle a bien résumé, c'est-à-dire on est là, on veut sentir qu'on est une partie de l'équipe. On fait partie de cette équipe. On n'est pas juste un petit inconnu qui vient pour boucher un trou et repartir. Oui, oui. Donc, merci. Autrement dit, les bénévoles doivent remplir un rôle qui est important, utile au sein de l'organisme. Hein, et ne jamais rien laisser au hasard. Hein, parce que quand l'accueil d'un bénévole ou le recrutement d'un bénévole se fait tout aussi sérieusement que le recrutement d'un employé. Maintenant, pratiquement, comment se fait la phase de recrutement? Premièrement, on va rédiger une annonce de l'offre de bénévolat, donc une fiche de poste bien claire, bien classique. Comme je vous ai dit, on prend le temps de dresser les tâches du bénévole. Qu'est-ce qu'on veut comme qualification, hein, parce que c'est important aussi. Pas tout le monde est bon pour les mêmes tâches. Il faut savoir quelles sont les expériences ou les compétences qu'on recherche dans ce genre de poste. Si, par exemple, notre mission, elle est quand même assez exigeante. On fait la promotion de l'offre. Donc là, quand je dis on fait la promotion de l'offre, c'est-à-dire je vais publier mon offre dans différentes plateformes. Tout à l'heure, je vais vous poser la question de où est-ce qu'on peut trouver justement ces offres de bénévolat. Une fois qu'on a fait la promotion de l'offre et qu'on a reçu certains CV, on fait le tri et la sélection des CV
de façon très standard, classique, comme un recrutement. On passe des entretiens et enfin, et c'est très, très, très important, faites attention si vous avez une communauté ou une clientèle qui est vulnérable, il faut toujours vérifier les références sociales et judiciaires. Si par exemple, vous travaillez avec, disons, des personnes qui sont, disons par exemple, vous travaillez avec des familles réfugiées, il faut que vous fassiez des visites à la maison, par exemple. Ben forcément, on n'envoie pas n'importe qui chez nos clients à la maison. Il faut faire attention. Il faut toujours faire ce qu'on appelle, je ne connais pas le mot en français, mais un background check. Donc, une vérification judiciaire. Très important. Si par exemple, vous avez des enfants, vous travaillez avec des enfants et le bénévole devrait passer beaucoup de temps avec les enfants, encore une fois, il faut aussi être conscient au fait de quelles sont les vérifications qu'il faut faire pour recruter telle ou telle personne. Mimi? On l'appelle la vérification policière, Leïla, genre secteur sensible. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Abdelkader, pour la précision. Oui, Mimi, je vois que tu as levé la main. Oui. Alors, en fait, j'en apprends de plus belle parce qu'apparemment, pour être bénévole, ça passe par un process assez important. Hein. Je vois qu'il y a des CV à fournir, un entretien. Donc, si je comprends bien, on peut ne pas être retenu comme bénévole. C'est ça, on peut ne pas correspondre à un certain profil, peut-être recherché. En effet, c'est vrai qu'il ne suffit pas juste d'avoir cette bonne volonté de donner de soi, mais il y a certains organismes, en effet, qui vont dire, OK, au fait, vous ne correspondez pas forcément à ce que nous, on cherche pour notre clientèle. Plus la clientèle est vulnérable, plus la clientèle est délicate, plus le processus de recrutement se fait de façon très pointue. Moi, on est dans une communauté qui est plus large et plus indépendante, on va dire ça comme ça. Moi, les exigences, elles sont beaucoup moins pointues et donc beaucoup plus flexibles. D'accord, je comprends. Mais y a-t-il certains points ou certaines choses, on va dire, qui pourraient être disqualifiantes ou je ne sais pas, qui pourraient conduire à ne pas être retenu comme bénévole dans tel ou tel organisme? En effet, par exemple, si vous avez des antécédents judiciaires, c'est quelque chose qui pourrait qui pourrait être sanctionné, enfin, qui peut vous sanctionner au fait, dans votre processus de recrutement. Si par exemple, disons que, je ne sais pas moi, on a besoin d'un bénévole qui a une voiture, vous n'avez pas de voiture, ça aussi c'est quelque chose qui pourrait sanctionner dans le recrutement. On a besoin de quelqu'un qui, par exemple, sait parler plusieurs langues et vous n'arrivez pas à maîtriser ces langues-là, et forcément, c'est quelque chose qui pourrait aussi sanctionner. Donc, c'est important juste de voir un petit peu quelles sont les qualifications requises pour chaque poste. Et c'est vraiment comme un poste. Hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est sérieux, parce qu'on donne de soi. Donc, on a aussi envie de voir qu'on a été trié depuis une sélection. Je vous pose la question. Où est-ce qu'on peut chercher des bénévoles? Maintenant qu'on a mis notre fiche de poste, on a les tâches, on a tout ça, où est-ce qu'on peut les trouver? Je dirais que le réseautage, Leïla, peut bien aider à trouver des bénévoles pour les postes ou bien des profils demandés selon l'activité ou bien la mission qui sera exercée. Parce que moi, par exemple, si je cherche un profil en tant que bénévole et je connais une personne avec son background, peut-être que je vais plus m'adresser à elle que chercher ailleurs, chez des personnes que je ne connais pas. Donc, le réseautage, je crois que ça aide énormément dans le bénévolat. En effet. Et ici, quand je parle de bénévoles, alors moi, je suis Leïla, gestionnaire des bénévoles, et j'ai envie de publier mon offre ou de faire la promotion de mon offre parce que je cherche des bénévoles pour mon activité qui aura lieu d'ici la fin de l'année. Où est-ce que je peux faire ça? Leïla, oui? Je suis justement à faire des listes et des listes de possibilités d'organismes où on peut aller chercher des bénévoles. J'en ai 6 pages à date. Je suis d'Ottawa. À Ottawa, il y a aussi, ça s'appelle Bénévole Ottawa. Il
Ils ont, en fait, ce que tu as décrit, là, les tâches et tout ça, ce qui est requis, il y a ça aussi. Mais il y a aussi Prescott Russell, ça aussi, mais plein d'organismes qui, comme moi, je fais ça pour des aînés. Ma liste est plutôt, mais même les médias qui offrent communautaires, en tout cas, j'en ai 6 pages. Puis il y a beaucoup d'organismes aussi qui ont des bulletins, des genres de petits bulletins à la fin qui nous prêteraient main forte. Alors, c'est ce que je te préfère pour le recrutement. C'est vrai que ça merci beaucoup, hein, parce que c'est vrai que ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on cherche comme profil. Hein. Oui. Si par exemple on cherche des aînés, eh ben, ce n'est pas sur Instagram qu'on va faire la promotion. Non. Ça sera plutôt peut-être dans les, comme tu as dit, dans les bulletins de nouvelles, peut-être aussi dans les églises, dans les lieux religieux. Oui, les paroisses, les écoles aussi, parce que les enfants du secondaire doivent avoir un nombre d'heures de bénévolat. Alors oui, les paroisses, j'en ai 6 pages. Mais, mais quand même axé, nous, on est un organisme francophone, alors ça aussi. Et c'est ça. Fait que je suis en train de faire ça, là, et c'est important. Intéressant. Oui. Très intéressant. Abdelkader, je vois que tu as levé la main. OK. Donc, merci Laila. Tout dépend des objectifs et de la planification de chaque organisme, bien sûr. Et comme vous le savez, chaque organisme il a un site officiel, un site web. Et donc, ça commence par des annonces sur le site web pour l'offre de bénévolat et aussi, mais ça, c'est pour partager l'information, pour que ceux qui rentrent, que s'ils cherchent sur Internet, ils vont trouver tel ou tel organisme, il a besoin, ça dépend de tout un chacun, bien sûr. Mais il y a d'autres organismes aussi qui aident à trouver des bénévoles, comme l'a signalé Madeleine, c'est ce qu'on appelle Volunteer Ottawa ou Ottawa Bénévole. C'est un organisme qui, lui, il fait une sorte il rassemble, il fait une sorte de bassin où il y a tous les bénévoles qui vont rentrer dedans et chacun va trouver un petit peu ce qu'il cherche parce que Volunteer Ottawa Bénévole, il donne l'occasion aussi à chaque organisme c'est-à-dire de publier ses besoins en bénévole. Et il décrit toute une page, il y a toute une page pleine de descriptions de quoi on a besoin, quels seraient les critères, etc., etc. Donc, les bénévoles, quand ils rentrent sur Volunteer Ottawa, ils vont vraiment, à ce moment-là, ils vont appliquer et attendre. Ils vont faire signe qu'avec leur CV et leur lettre de motivation, ils vont attendre la réponse pour s'impliquer. Ça, c'est un moyen. Il y a aussi d'autres moyens, ce sont les écoles comme les collèges ou les universités, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est que parmi les étudiants, il y en a qui font des études, que ce soit dans, par exemple, les relations internationales ou que ce soit dans les services sociaux ou que ce soit dans d'autres options. Ils ont toujours tendance à choisir un organisme parce que l'université, il est en partenariat aussi avec un certain nombre d'organismes. Ceux qui s'occupent des personnes âgées, des personnes aînées, ceux qui ont une activité telle, d'autres, etc. Donc, et l'université, il donne aussi accès à ses partenaires pour faire publier ses besoins. Et dans ce cas-là, les étudiants, ils vont être placés directement dans l'organisme qu'ils vont choisir. Donc, voici encore un moyen de trouver les bénévoles. Reste maintenant l'autre moyen qui va être de bouche à oreille, ou qui va être bénévole, celui qui se trouve, qui aime bien aider les autres, celui qui cherche à aider les autres et qui cherche à faire du bénévolat de son propre gré. Donc, lui, il va aussi de chercher à travers les sites, à travers aussi ses connaissances, il va certainement trouver l'endroit où il va faire du bénévolat. Et cette histoire de bénévolat-là, je trouve que c'est une chose qui est très, très bien ici au Canada. Pourquoi? Parce qu'on la trouve un peu partout. Quand vous allez dans un hôpital, par exemple, à part le personnel médical et le paramédical, vous avez pas mal de bénévoles qui sont là et qui sont en train d'orienter les patients et de faire du travail de bénévolat parce que
vous savez, c'est un rythme qui est très bien organisé, que ce soit dès le commencement de la vie c'est-à-dire d'une personne, c'est-à-dire un jeune qui passe du primaire au secondaire. Déjà au secondaire, on lui demande de faire un certain nombre, si je me rappelle bien, c'est 40 heures de bénévolat à faire, déjà au niveau secondaire. Et après ça, donc ça commence déjà, c'est-à-dire au niveau des enfants, au niveau des jeunes, là, à se familiariser avec ce travail de bénévolat. Et puis, ils vont travailler, bien sûr, ils vont faire du bénévolat, ils vont travailler. Et puis, quand ils vont sortir en retraite, eh bien, parmi l'agenda, des gens qui vont aller à la retraite, ils ont un choix à faire pour s'occuper, pour ne pas rester comme ça sans rien faire. Parmi les choses, c'est-à-dire les activités sportives, aller faire ceci, cela, adhérer à un organisme et faire du bénévolat. C'est pour cette raison qu'on trouve pas mal de personnes qui aiment faire du bénévolat et qui sont à la retraite. Et ces personnes-là, ils ont de l'expérience, ils ont de l'amour, ils font les choses, c'est-à-dire avec un grand intérêt, et c'est vraiment génial. C'est vraiment très, très, très bien pour tout le monde. C'est pour ça que c'est important. Hein. Merci Abdelkader. C'est pour ça que c'est important justement d'aller chercher les bonnes personnes en fait, pour notre mission. Parce que si on cherche par exemple un profil qui ne correspond pas forcément à notre besoin, ben, comment je vais dire, la fidélité ne peut pas avoir lieu. La personne ne va pas avoir du plaisir et notre mission ne va pas être accomplie. Donc là, au fait, pour revenir à ma question sur où est-ce qu'on peut chercher des bénévoles, première question qui se pose, c'est quel est le profil des bénévoles que je recherche? Si je suis en train de chercher des baby boomers, par exemple, ou des personnes aînées, par exemple, eh ben, je vais aller voir quels sont les outils qu'ils utilisent, eux, dans leur quotidien pour avoir de l'information. Si c'est des gens qui passent beaucoup de temps sur Kijiji, je mettrai mon information sur Kijiji. S'ils lisent encore le journal sur papier, ben, je vais le faire. S'ils sont plutôt sur les journaux électroniques, ben, je vais le faire aussi. Maintenant, si je suis, par exemple, à la recherche des jeunes, ou ce qu'on appelle la génération Internet, donc les enfants, qui ne sont plus enfants maintenant, donc qui sont nés de 1996 à maintenant, la génération Internet, eh bien forcément, il faut absolument que mes annonces soient faites justement sur les plateformes qu'eux, ils utilisent et ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Donc là, en fait, je vais juste vous donner 3 ressources très importantes pour les organismes et pour les bénévoles en même temps. Donc, si vous recherchez des bénévoles ou si vous êtes une personne qui cherche à faire du bénévolat, il y a le premier site que moi j'adore, où je passe beaucoup de temps, qui s'appelle Charity Village. Donc, Charity Village, en fait, c'est un site regardez ici, vous allez voir, vous pourrez trouver au fait un travail ou vous pourrez trouver du bénévolat. Donc, les deux, si vous êtes une personne qui cherche un travail dans un organisme à but non lucratif, Charity Village est votre ressource essentielle parce que c'est là, au fait, où on poste toutes les offres d'emploi pour les organismes à but non lucratif. Donc, vous ne trouverez pas d'annonce sur Danone, mais vous trouverez plutôt une annonce pour un organisme à but non lucratif. Donc, si vous cherchez un travail, c'est ici. Si vous êtes un organisme qui voudrait faire, par exemple, un poste, c'est ici. Si vous êtes un bénévole ou si vous cherchez des bénévoles, c'est encore ici. Ce que j'aime beaucoup dans ce site, au fait, c'est que vraiment, vous pouvez chercher par critère au fait d'admission. Donc, par exemple, moi, je suis une personne qui veut m'engager à faire du bénévolat, mais je ne veux pas faire, par exemple, des tâches quotidiennes. Moi, je veux plutôt être parmi le conseil d'admission d'un organisme, par exemple. Ben, vous trouverez des informations ici, vous trouverez des annonces intéressantes sur comment adhérer à un conseil d'administration, comment, par exemple, faire partie d'un groupe qui vont faire, par exemple, un remue-ménage pour trouver des idées. Donc, vraiment, n'importe quelle compétence que vous voulez mettre en avant, vous trouverez des opportunités dans ce site-là. Moi, par exemple, grâce à ce site, j'étais impliquée dans une activité bénévole où, puisque moi, mon autre casquette, c'est le marketing. Donc, je travaille maintenant en tant que bénévole avec un organisme en tant que spécialiste marketing. Donc, je travaille avec eux sur tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, gestion du site Internet, etc., création de contenu, tout ça. Mais je le fais de façon bénévole 2 fois par semaine.
et j'ai trouvé l'opportunité ici. Donc, c'est un site vraiment, voilà, c'est une grande source d'informations, une mine d'or. Le site que vous avez tous cité, et je le redis encore, qui est aussi très intéressant, pour les personnes qui sont à Ottawa, c'est Volunteer Ottawa ou Bénévole Ottawa. Et il y a aussi un autre qui est très intéressant qui s'appelle jeubénévole.ca. Donc là encore, une fois, si vous êtes un bénévole, vous avez aussi le choix de devenir un bénévole ou de trouver des bénévoles si vous êtes un organisme. Alors, je vois que le temps passe vraiment très vite. J'avais prévu de faire une petite activité, mais je ne sais pas si on aura le temps. Alors, je pense qu'on pourrait quand même gérer un petit 2-3 minutes. Je voulais qu'on fasse un petit exercice, un petit jeu, où vous allez être un organisme. Donc, vous êtes un organisme et vous cherchez un bénévole. Donc, j'aimerais juste qu'une personne bénévole, qu'une personne se porte volontaire dans l'audience qui est organisme, une autre personne qui est en tant que bénévole, et j'aimerais entendre quelles sont les questions que vous allez poser. Voici la mise en situation. Vous êtes un organisme qui travaille avec les personnes ayant une perte de vision. Donc, vous êtes en processus de recrutement d'un bénévole qui va visiter quelques clients une fois par semaine, chez eux à la maison, pour leur tenir compagnie, faire de la lecture, jouer aux cartes, faire une balade. Quelles sont les questions que vous jugez nécessaires de poser lors d'une entrevue? Alors, qui veut jouer le jeu? On va faire ça en 2 minutes, rapidement. Excuse-moi de t'interrompre, Laïla. Il y a 2 questions qui sont entrées dans le chat. C'est Josiane qui parle. Donc, aussi, tu pourrais prendre quelques minutes peut-être pour y répondre. Donc, il y a Marianne qui demande si un long processus de recrutement peut décourager à certains bénévoles potentiels. Oui, c'est possible. C'est possible que ça décourage certaines personnes, mais si le processus de recrutement se fait de façon longue, ça veut dire que vous avez besoin d'un profil spécifique et vous avez besoin d'une personne qui veut s'engager. Donc, moi, j'ai envie de dire, les personnes qui vont rester jusqu'à la fin sont les bonnes personnes parce qu'ils ont assez de souffle pour rester avec vous. Donc, c'est pour ça que c'est important. Si vous jugez nécessaire d'avoir 1 ou 2 bénévoles, mais de qualité avec certaines compétences précises, vous pouvez faire un long processus, il n'y a pas de problème. Mais si vous cherchez beaucoup de bénévoles, je vous décourage voilà, je vous invite vivement à avoir un processus de recrutement très flexible, très rapide, avec un petit CV rapidement et puis vous faites un petit tri vraiment de façon très flexible. Donc, plus le processus est long, plus ça veut dire que vous cherchez un profil spécifique pour vos bénévoles. Et Charity Village, justement en anglais, oui, en effet, c'est un site qui est seulement en anglais. Mais vous pourrez peut-être trouver des opportunités de bénévolat en français aussi, mais le site en tant que tel, il se fait juste en anglais, en effet. Merci. Alors, moi, je suggérais… Oh, pardon, vas-y. Oui, vas-y. Moi, je pensais, mon idée, je me demandais si ce serait une idée de faire quelque chose, un événement genre comme une foire à l'emploi, mais ce serait pour du bénévolat. C'est plus ou moins expliquer quels sont nos projets et leur montrer comme voici les projets auxquels vous participeriez si vous joignez, peut-être offrir, je ne sais pas, des collations, du café, je ne sais pas, puis juste leur montrer quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut faire pour la communauté, peut-être, et comme ce que vous avez décrit, comme le côté social, réseautage. Je m'excuse maintenant, je peux parler, je n'étais pas toute seule au bureau, puis il y a du bruit, c'est pour ça que ma caméra est fermée, mais là, je suis toute seule, je peux parler. Mais c'est ça, je pensais peut-être, est-ce que ce serait une bonne idée de faire un événement de genre, juste de leur montrer, juste leur donner une idée, comme ceci est notre équipe et voici ce qu'on aimerait faire, on a besoin de votre aide, et puis plus ou moins de leur convaincre qu'est-ce que nous, on a à offrir. Est-ce que ça, ce serait une idée, quelque chose? C'est une excellente idée. C'est une excellente idée et je pourrais même te dire encore plus. C'est quelque chose que j'avais fait avec un organisme, c'est que nous avons organisé ce qu'on avait appelé à l'époque le marché des bénévoles. Alors, en fait, ce que c'est que c'était une journée où on a fait ça sous forme d'un marché avec des stands. En fait, vraiment comme chaque projet a un stand. Donc, par exemple, voilà, par exemple, nous, on fait, je ne sais pas moi, l'art, on fait la musique, on fait ceci, on fait cela. Et donc, chaque projet ou chaque mission, on l'a mise dans un stand, on l'a décoré et tout. Puis, les bénévoles, ils font un tour de ces stands pour comprendre de façon
J'aime l'idée parce qu'ils peuvent même peut-être choisir leur projet ou quelle partie qu'ils aimeraient jouer dans quel projet. Peut-être ce serait une façon de les laisser choisir où est-ce qu'ils se sentiraient plus confortables. Peut-être remplir un formulaire séparément pour chaque projet, je ne sais pas. Ou c'est ça, exactement. C'est ça, en fait. L'idée, c'est que dans chaque stand, au fait, il y ait les membres de l'équipe qui travaillent sur le projet. Donc, moi, ça me permettrait, en tant que visiteur, de déjà mettre un visage sur les personnes qui travaillent dans l'équipe, les personnes avec qui j'ai le plus d'affinité où le courant passe plus facilement. Je dis, OK, moi, je veux vraiment travailler avec ce projet-là. Voilà, je vais mettre mon application pour ce projet. Donc, ça se fait vraiment de façon encore une fois, très interactive avec la musique, des collations, tout ça. Mais ce qui est important, c'est que ça nous donne une grande visibilité. Au lieu de faire ça avec des flyers classiques, papier, on lit, on le fait de façon plutôt interactive et humaine. Bénévole Ottawa le fait habituellement, une fois par année, mais j'imagine qu'avec la pandémie, mais j'aime beaucoup l'idée individuelle, par contre, juste un petit groupe, c'est une excellente idée. Mais habituellement, Bénévole Ottawa le fait. J'avais fait aussi une autre idée, je me rappelle. Vous connaissez le principe du speed dating? Ah oui, OK. Oui. On a fait ça, au fait, parce qu'on avait justement plusieurs projets et on a fait dans le concept du speed dating, c'est-à-dire que les bénévoles potentiels viennent, ils s'assoient pendant 5 minutes en one-on-one, vraiment de façon individuelle avec la personne. Puis voilà, on s'explique, moi je parle, lui il parle, on voit est-ce que le courant passe, est-ce qu'on pourra faire une bonne équipe. Puis après, on fait une sélection des bénévoles. L'idée, c'est vraiment d'avoir du fun, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un pour le recruter, je vais juste conclure sur ça parce que je ne pense pas avoir le temps nécessaire pour faire l'activité, mais ma conclusion pour cette activité en particulier, c'est que quand vous recrutez un bénévole ou quand vous rencontrez quelqu'un pour le recruter, rappelez-vous que vous l'invitez à vivre une expérience plaisante. Vous n'êtes pas là, au fait, parce que avec une certaine rigueur, mais vous êtes là parce que vous voulez lui donner envie de vivre une expérience plaisante, utile et qui est aussi source de satisfaction. Je passe, parce que voilà, j'essaie de gérer un petit peu mon temps, je ne sais pas à quel temps il est. OK, oh là là, j'ai encore 7 minutes. Donc, ici, maintenant, on passe rapidement à la partie orientation et formation. Dans cette partie-là, on va parler de comment, une fois qu'on a recruté la personne, comment on peut accueillir cette personne. Il faut savoir qu'on a une seule chance pour faire une bonne impression. On est d'accord. Leïla, désolé, mais il y a une question qui me semble importante qui est sur est-ce que tu comptes aborder comment on peut motiver les bénévoles? Oui. Okay. Oui, ça va se faire à la fin rapidement. OK, excellent. Donc, je disais au fait ici que puisqu'on a une seule chance de faire bonne impression, et ça, je pense que ça s'applique partout. Dans toute la vie, toutes nos relations, on a toujours une chance pour faire une bonne impression. Donc, l'orientation, au fait, l'orientation des bénévoles, elle fait partie du code éthique dans la gestion des bénévoles. C'est quelque chose qui est primordial, essentiel. On recrute un bénévole, on ne va pas le parachuter directement dans notre organisme. Non, il faut absolument qu'on l'oriente et qu'on l'encadre jusqu'à ce qu'il se sente à l'aise dans sa mission. Donc, c'est une obligation pour l'organisme de faire la partie formation-orientation. Ici, je vous divulgue la formule magique pour orienter les bénévoles de façon à ce qu'ils se sentent à l'aise et pour répondre aussi à la question de Marianne, pour qu'ils se sentent aussi fidélisés, pour qu'ils aient envie et le goût de rester avec nous. Premièrement, on va préparer l'accueil. Quand je dis préparer l'accueil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer l'accueil des nouveaux bénévoles comme quelque chose qui est évident, anodin. Ah ouais, mais c'est pas grave, c'est juste un bénévole, il n'est pas payé de façon. Non, il faut vraiment prévoir un accueil qui est chaleureux, minutieusement préparé dès la première journée. Deuxièmement, il faut souhaiter la bienvenue. Et ici, encore une fois, ce n'est pas juste un bienvenue de façon platonique, il faut que ça soit de façon chaleureuse. Donc, toutes les personnes qu'ils vont rencontrer doivent être au courant de leur venue. Toutes les personnes dans l'équipe doivent être au courant qu'il y a un bénévole qui va arriver dans pas longtemps. Et j'aimerais poser une question rapidement. Josiane, est-ce que c'est possible que je dépasse un petit peu mon temps, comme de 5-10 minutes? Oui.
Merci. OK, comme ça, je souffle un petit peu. Je t'en prie, oui. OK, donc je disais au fait que souhaiter la bienvenue, c'est important. Hein. Donc, quand un bénévole arrive, il faut que toute l'équipe soit au courant que cette personne va arriver, exactement comme si c'était un nouvel employé. Le bénévole, quand il arrive le premier jour, prenez le temps de lui présenter l'environnement. Hein, c'est important parce que quand je dis présenter l'environnement, c'est voici les bureaux, voici les toilettes, voici la cuisine, voici où tu vas t'asseoir, voici le téléphone, voici l'ordinateur. Donc, vraiment prendre le temps parce que j'ai vu devant moi plusieurs fois où on parachutait les bénévoles. Hein, on les laissait gérer, patauger eux-mêmes et forcément, un bénévole ne se sentira pas bien s'il n'est pas bien accueilli. Donner les informations sur l'organisation. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de faire quand je recrute de nouveaux bénévoles, je prends une journée, ce qu'on appelle une journée de formation ou d'orientation pour les bénévoles. Donc là, je leur donne tout le matériel nécessaire qu'ils doivent avoir pour connaître l'histoire de l'organisme, les missions, les valeurs, les tâches, l'organigramme, l'équipe, le nom des personnes qu'ils vont côtoyer. Donc, tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir vraiment mener à bien leur mission. Parce qu'il ne faut pas oublier hein, que les bénévoles, ce sont des ambassadeurs. On l'a dit tout à l'heure. Ce sont des ambassadeurs. Donc, ils doivent comprendre la mission pour être capables de les communiquer de façon saine auprès des autres. Ensuite, la formation. Former les bénévoles, ça c'est la 5e étape. Et quand je dis former les bénévoles, ça dépend au fait de leur expérience et des tâches qu'ils vont accomplir. Une personne qui, elle, n'est pas habituée à travailler avec l'outil informatique, il faudra lui faire une petite formation basique pour lui dire voici ce qu'il faut que tu saches. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une formation plus culturelle. Et là, je reprends un exemple où moi, quand je travaillais avec l'Institut national canadien des aveugles, travailler avec des personnes aveugles ou avec des personnes avec une perte de vision nécessite certaines compétences. C'est-à-dire, il faut que je sache comment interagir avec une personne qui a du mal à me voir. Comment je fais pour guider cette personne? Comment je fais, par exemple, je vais dire, hey, si tu vois un chien un chien guide, donc un chien qui accompagne une personne à perte de vision, il ne faut jamais le toucher. Il ne faut jamais dire « Oh mon Dieu, comment il est mignon ce chien !» Non, ça c'est quelque chose qu'on ne fait jamais parce que ça risque de le perturber et ça risque de perturber justement son maître. On ne l'appelle jamais par son nom. Une personne qui a une perte de vision, quand par exemple on voit qu'elle ouvre une porte, eh bien, il faut par exemple lui tenir le coude. On ne lui tient jamais la main, on lui tient le coude. Donc voilà, ça ce sont des petites choses qu'il faut absolument savoir. J'imagine que Madeleine, par exemple, qui travaille avec les personnes aînées, il y a aussi certaines compétences ou certaines connaissances qu'il faut absolument avoir pour pouvoir interagir avec ces gens. Quand je travaillais avec les familles réfugiées, on faisait une formation multiculturelle parce que ce qui est acquis pour moi dans ma culture n'est pas vrai ou n'est pas acquis pour une autre culture. Donc, c'est important de faire une formation sur la culture d'entreprise ou la culture de votre organisme. Ensuite, après avoir formé, donc vous leur donnez tous les outils nécessaires. Là, à ce moment-là, vous offrez un encadrement. Et donc, quand je dis offrir un encadrement, c'est-à-dire les personnes, donc vos bénévoles, doivent avoir une personne ressource à qui ils peuvent aller, en fait, quand ils ont des questions. Donc, c'est important de ne pas les faire sentir comme étant des personnes qui n'ont personne. Hein. Voilà, donc, vous insistez, vous leur dites « Hey, tu sais, si tu as n'importe quelle question, telle personne est là pour te répondre. N'hésite pas à aller frapper à la porte de telle personne. » Donc, et cette partie a l'air d'être un petit peu lourde hein, parce que voilà, c'est beaucoup de choses, surtout avec l'enthousiasme d'un bénévole. Il faut savoir qu'un bénévole, quand il rentre ou quand il commence sa mission, il a hâte de passer à l'action, il a hâte de mettre en pratique et de se sentir utile. Donc, la prochaine étape, en effet, c'est de passer à l'action et enfin, c'est de valoriser et remercier. Alors, pour cette étape-là, je vais prendre un petit moment, rapidement. Marianne, je réponds à ta question. Comment faire pour garder une bonne relation avec nos bénévoles? Comment faire, en d'autres termes, pour fidéliser nos bénévoles? Premièrement, comme dans l'entretien de chaque relation, toutes les relations, pour qu'elles soient bonnes, il faut communiquer. Il faut donc
communiquer avec ces gens-là, avec ces bénévoles. Il faut prendre le temps de les écouter, prendre le temps de connaître quelles sont leurs craintes, leurs difficultés, leurs défis, qu'est-ce qu'ils rencontrent comme obstacles, est-ce qu'ils ont des idées. Donc, la communication et le fait de sentir que le bénévole apporte de nouvelles idées, c'est quelque chose qui est primordial et croyez-moi, ça, c'est magique au fait. Quand vous mettez la personne en confiance et que elle sent qu'elle appartient à l'équipe, automatiquement, il y a une certaine fidélisation qui se crée. La deuxième chose qui est aussi importante pour garder une bonne relation, c'est de transmettre l'information sur l'organisation. Hein? Vous savez, quand il y a un changement d'organigramme, une mise à jour, un changement de procédure, il y a un changement quelque part. Les bénévoles doivent être les premiers aussi à le savoir après vos employés. Ils ne doivent pas l'entendre ailleurs, dans l'externe. Ils doivent faire partie des personnes qui sont au courant des changements qui se passent dans l'organisme. Parce que sinon, supposons par exemple qu'il y a eu un grand changement dans l'organisme où je fais du bénévolat et moi, je l'apprends à la télé, eh bien, je vais me sentir comme étant une étrangère. Je ne fais pas partie de cet organisme-là. Et forcément, il y aura ce cordon-là qui va se couper. Prendre le temps aussi de répondre aux questions et d'être attentif et adopter une approche personnalisée avec nos bénévoles. Même si vous gérez 1000 bénévoles, même si vous gérez une grosse base de données de bénévoles, il faut toujours prendre le temps d'aborder une approche personnalisée, prendre le temps de les connaître individuellement. C'est pour ça que la partie formation, encadrement est importante parce que c'est à ce moment-là qu'on apprend à les connaître, à comprendre leur personnalité, à comprendre leur intérêt aussi et le potentiel qu'ils ont à offrir à cet organisme. Voilà. Et enfin, promouvoir les réussites. Donc, si vous appliquez toutes ces étapes-là, vous avez de fortes chances de fidéliser vos bénévoles. Communiquer, transmettre l'information, répondre aux questions, adopter une approche personnalisée et promouvoir les réussites. Et quand je dis promouvoir les réussites, là, on parle de la reconnaissance, qui est la dernière partie de notre présentation. La reconnaissance, un proverbe arabe dit que la reconnaissance fait durer les bienfaits. Ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, on a tous besoin de reconnaissance dans notre vie. On a besoin de sentir que ce qu'on apporte à l'organisme a une valeur. Il a été prouvé que la reconnaissance augmente la rentabilité des parties prenantes. Étant employé, étant même membre dans une famille, quand vous dites « Oh, waouh, bravo, ce que tu as fait est génial, j'adore ce que tu apportes », eh bien, ça booste un petit peu l'estime de soi et donc forcément, on devient plus rentable et plus efficace. Donc, honnêtement, je n'ai pas envie de savoir comment vous allez dire merci, mais dites merci. Dites merci de toutes les façons possibles. Dites merci de façon informelle, mais dites merci aussi de façon formelle. Quand je dis informel ici, c'est-à-dire un sourire le matin, c'est un merci. Hein. C'est « Salut, je suis content de te revoir encore une fois ». Prendre le temps d'échanger avec eux quand vous les rencontrez, par exemple, au couloir. Échanger avec eux. Donnez-leur l'occasion, au fait, de sentir qu'ils font partie de votre organisme. Si vous avez un événement spécial, vous avez une rencontre, un événement, une conférence, un gala, un concert, peu importe, invitez-les. Prenez le temps d'inviter les bénévoles aussi à participer avec vous à vos événements internes. Très important. Donc ça, ce sont les façons informelles. Voici comment moi je fais pour remercier mes bénévoles de façon formelle. Premièrement, toujours, pour chaque personne qui travaille avec nous, il faut lui donner un certificat de reconnaissance. À la fin de l'année, à la fin de son mandat, peu importe, où on va mentionner le nombre d'heures. Donc, prenez aussi le temps de calculer ou de noter le nombre d'heures de bénévolat fait. Donc, vous mettez le nombre d'heures, voilà, parce que ça, c'est un certificat qu'on met fièrement, au fait, qu'on affiche fièrement dans notre espace personnel. Donc, voilà. Donc, vous pourrez, par exemple, faire ça. Généralement, j'organise des petits événements, hein, un dîner gala, un déjeuner, ce qu'on appelle un déjeuner causerie. Donc là, dans ce moment-là, c'est vraiment le temps de dire merci juste aux bénévoles. On les invite, on leur dit cette journée, elle est pour vous.
pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Voici un certificat. Prenez le temps aussi de reconnaître les super bénévoles, hein, parce qu'il y en a. Il y a les bénévoles et il y a les super bénévoles. Les super bénévoles, ce sont les personnes qui se plient en quatre pour votre mission, qui sont là, qui ne calculent pas leur temps, qui sont là à chaque fois que vous avez besoin qui viennent même quand ils ont des contraintes, ils viennent quand même. C'est ce qu'on appelle des super bénévoles. Prenez le temps de remercier ces super bénévoles, de leur donner un certificat de « Hey, tu es un super bénévole, merci beaucoup », de mettre leurs photos aussi sur vos réseaux sociaux, sur vos plateformes, de les reconnaître, de les valider. Le fait de dire « Hey, cette personne-là, c'est notre super bénévole et on est fiers de l'avoir », soyez sûr que cette personne ne voudra pas quitter votre organisme. Et aussi, donc, essayez aussi de prévoir un petit budget annuel pour les cartes cadeaux. On a dit au début que les bénévoles nous aident à faire des épargnes, mais il ne faut pas être non plus très chiche. Donc, il faut quand même leur donner une carte cadeau pour les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pendant leur année. Maintenant, la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on peut faire ça? Quand est-ce que je peux faire ça? À quel moment de l'année je peux faire ça? Moi, je vous apporte la semaine où tous les bénévoles sont remerciés. C'est ce qu'on appelle la semaine de l'action des bénévoles. Cette année, elle a eu lieu du 18 au 24 avril. Hein. Juste vérifier. Généralement, c'est du lundi au vendredi. L'avant-dernière ou la dernière semaine d'avril. Chaque année, c'est standard, c'est fait par tout le monde. Donc, tous les organismes à but non lucratif prennent cette semaine-là pour faire une action de remerciement pour les bénévoles. Et donc, comme je vous ai dit, soit ils vont organiser un dîner gala, soit ils vont faire ils vont envoyer des cartes cadeaux, des certificats ou autre. C'est toujours très important. Et c'est le moment pour moi de vous dire merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que cet échange, en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir. Si vous avez des questions, je suis là, n'hésitez pas. Et on peut rester en contact. Merci beaucoup, Laïla. Merci beaucoup, Laïla. Merci beaucoup, Laïla. Merci beaucoup, Laïla. C'était très enrichissant. Vous m'avez donné beaucoup d'idées. Merci, Merci, super, Laïla. Merci à tout le monde. J'aimerais juste vous demander, s'il vous plaît, de participer à notre sondage de satisfaction. Nous étions tous très contents de la présentation de Leïla, donc nous allons l'exprimer. Merci. Je vais partager le lien dans le chat. Leïla, est-ce que c'est possible? Leïla, est-ce que c'est possible que vous m'envoyiez votre adresse courriel pour que je... On peut se connecter sur LinkedIn, hein, Abdelkader, comme ça on pourra discuter. Mais oui, en effet, je peux vous envoyer aussi mon adresse courriel. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je le fais dans la partie chat, comme ça vous pouvez, comme ça tout le monde pourrait l'avoir. Le lien est à présent dans le chat. Merci tout le monde. Merci. Merci. Merci à vous. Merci vraiment à vous. Merci à tout le monde. Hein. Bonne soirée. Merci beaucoup, Laïla. Au nom de la FO, de toute l'équipe et de la FO, je tiens à te remercier pour ta présentation interactive et puis enrichissante. Et puis aussi donc pour informer nos participants et participantes que ta présentation et puis l'enregistrement seront affichés sur notre site Internet dans les prochains jours. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonjour. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.